Prudential policy should continue to strengthen the financial system by supporting the resilience of banks and other financial institutions. Much needed structural reforms must be revived by governments to boost higher sustainable growth and improve economic well-being. Dans l'ombre de la nuit, ils convergissent ici, les nécromanciens avec leur magie noircie. Claire, bourbeau et sorcière, princesse déguisée, ils invoquent les morts pour leur guerre avisée. Les ans de mort vivants, leur chant est lugubre pour la bataille finale. Ils se préparent avec ferveur, mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne, nous forgeons notre union. Nous forgeons notre union. Horde de démons succubes et morts sans fin, pour briser la société dès leur but est certain. Gynocratie, gérontocratie, leur cible est claire. Ils cherchent la conquête sans une once de misère. Les vérités cachées, les masques tombent, les âmes perdues révèlent leur sombre compte. Leur but manipulé, divisé, asservir pour un choc de guerre où ils espèrent triompher. Les ordres de mort vivants, leur chant est lugubre pour la bataille finale. Ils se préparent avec ferveur, mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne, nous forgeons notre union. Nous forgeons notre union. Oh, ombre et lumière dans cette guerre sans fin. Les morts vivants avancent, mais nous ne cédons pas un pouce, car dans notre cœur brûle la résistance. Nos âmes ne plieront pas face à l'existence. Ombre et lumière dans cette guerre sans fin. Les morts vivants avancent, mais nous ne cédons pas un pouce, car notre cœur brûle la résistance. Nos âmes ne plieront pas face à l'existence. Dans l'obscurité, leur pouvoir semble grand, mais la lumière de la vérité en nous elle se répand. Pour chaque mort invoquée, nous opposons notre vie, car en l'union des vivants, la victoire se profile. Les ans de mort vivants, leur chant est lugubre pour la bataille finale. Ils se préparent avec ferveur, mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne, nous forgeons notre union. Les ans de mort vivants, leur chant est lugubre pour la bataille finale. Ils se préparent avec ferveur, mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne, nous forgeons notre union. Ils sortent de morts vivants, leur chant est lugubre pour la bataille finale. Ils se préparent avec ferveur, mais nous les vivants, nous résistons.
sombre règne nous. Les ordres de mort vivants, l'argent et le cul pour la bataille finale. Ils se préparent avec ferveur, mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne, nous. Les ordres de mort vivants, l'argent et le cul pour la bataille finale. Ils se préparent avec ferveur, mais nous les vivants, nous résistons, nous luttons contre leur sombre règne. Nous forgeons notre union. Nous forgeons notre union. Nous luttons. Bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 18 novembre 2024, troisième partie de la recension de Tower of Basel, The Shadowy History of the Secret Bank that Runs the World, l'histoire occulte de la banque secrète qui gouverne la planète de Adam Lebor, la Bank of International Settlement, le plan Marshall et la vassalisation de l'Europe, la retraite militaire des nazis et le quatrième Reich sera financier, le dénouement des procès de Nuremberg et la renaissance de l'industrie allemande, post-Deuxième Guerre mondiale et la sous-vassalisation du reste de l'Europe par les mécanismes et institutions découlant du nouvel ordre mondial, post-Deuxième Guerre mondiale. Entre autres, le marché commun, la BIS, l'administration européenne, le plan Marshall. On va tout voir ça aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié le montage. C'est le moment de mettre un like. Et évidemment, je vous salue tout le monde dans le chat. Donc, on est rendu à la deuxième partie du livre. Bundesreich, United States to Europe. Le Bundesreich, les États-Unis d'Europe. Unissez-vous ou or else. Unissez-vous ou bedon, subissez les conséquences. Chapitre 9. Donc, le plan Marshall, c'est quoi? Le plan Marshall, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a été saignée à feu et à sang. Et été mis à feu et à sang. Saigné à feu et à sang, c'est bizarre. Mis à feu et à sang. Et donc, on va reconstruire l'Europe. Comment on fait ça? On crée un fonds commun avec de l'argent des financiers de partout de la planète qui vont faire des leases, qui vont louer des terres, donc ils vont acheter à rabais des parties, des morceaux de territoire dans l'Europe conquise. Parce que toutes les personnes qui ont accepté cet argent-là ont donc perdu la guerre et ont donc été conquis, vassalisés par le plan Marshall et ensuite de ça, une deuxième fois par les nouvelles institutions qu'on appelle l'Union européenne, graduellement, une série de rituels d'humiliation pour dépouiller la souveraineté des États. C'est assez simple. Donc, vous avez de l'argent magique provenant de nos mécanismes du nouvel ordre mondial, le plan Marshall. En échange, vous vous dirigez vers, en premier, l'unification économique. En deuxième, vous allez sécuriser une unité économique et militaire. Et ensuite de ça, troisième partie, vous allez terminer ça avec un projet d'unification politique via l'argent magique du plan Marshall. Qui est en charge du plan Marshall? Qui a le trésor de guerre du plan Marshall? Un certain Avril Harriman, US Special Envoy, envoyé spécial américain. C'est l'équivalent de la réforme agraire des frères Gracq et du triumvirat
des triumvirats, parce qu'il y en a eu plusieurs, là, mais mettons le premier avec Jules César, Crassus, puis Pompée. Donc, il y en a un qui gouverne comme dictateur. Il y en a un qui gouverne à la commission pour distribuer les terres dans les colonies conquises. C'est la même chose qui se fait donc après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on s'en va en Europe, créer des provinces et des colonies, mettre en esclavage, créer des économies de plantation. Que moi j'appelle souvent du marxiste, parce que c'est centralisé à travers les États. Les États-nations, les fonctionnaires, qui sont une caste de prêtres technocrates, comme se prennent les banquiers des banques centrales. Donc, on récapitule l'histoire de la Bank of International Settlement. Créée après la Première Guerre mondiale pour les réparations que devait payer l'État nazi envers les pays européens, en tête de liste les Français et les Anglais, qui avaient subi le gros de leur victoire. Première Guerre mondiale qui a débuté for reasons dont j'avais déjà parlé dans une série de podcasts. Les Allemands avaient peu à peu construit une marine marchande et une marine militaire qui allait compétitionner, concurrencer la marine anglo-saxonne, la marine britannique et leur hégémonie planétaire dans leur empire. Et donc, ils ont tout fait pour pousser les Allemands à la guerre, un peu comme on a fait l'OTAN avec le tsar Vladimirovitch Poutine Ier. Donc, on récapitule. La Première Guerre mondiale commence for some reason, pour quelque raison que ce soit. Les Allemands perdent, parce qu'évidemment, ils ont perdu la guerre de communication, la guerre de publicité, et tout le monde s'est mis contre eux. En tête de liste, les Américains. Et donc, ils ont des réparations à payer, montant formidable, des giga-milliards de dollars. Ils sont pas capables de payer. Et là, on crée une banque pour aider à administrer cette dette-là, la BIS, Bank of International Settlement, qui sera graduellement infiltrée par une faction nationaliste allemande radicale. Un certain parti nazi financé par les banquiers des banques centrales et de la Bank of International Settlement, via notamment des liens avec le gouverneur de la Bank of England, via notamment un banquier qui s'appelle von Schroeder. Et là, le parti nazi et ses alliés, souvent juifs nationalistes allemands, vont utiliser la Bank of International Settlement pour réarmer l'Allemagne entre les deux guerres mondiales et sortir de la République de Weimar, l'hyperinflation et chômage de masse et récession et crise économique. Et donc, entre les deux guerres, pendant la période de construction nazie, on a la Bank of International Settlement, la Bank of England, la Banque de France, la Réserve fédérale et le parti nazi qui vont piller l'or de la Tchécoslovaquie. Et pendant la guerre, ils vont faire la même chose avec les Belges, les Français. Ils vont mettre l'Europe à feu et à sang et piller les ors des réserves centrales pour payer leur guerre. Guerre qui s'est faite avec le matériel et les ressources des Américains et des Anglais. Donc, les Anglais et les Américains ont fait de l'argent avec le parti nazi qui tuait des Européens, entre autres des Américains et des Anglais. Donc, les banques centrales, la Réserve fédérale, la Banque centrale, la Banque d'Angleterre ont fait de l'argent à vendre du matériel militaire qui a tué des Anglais et des Américains. C'est ça qui est arrivé. Donc, ensuite de ça, autour de 41 à 44,
je pense à 42 la première fois, on a des gens qui se rendent compte que les nazis vont perdre. Parce que les Américains ont créé le Lend-Lease Agreement, l'équivalent que les Ukrainiens ont présentement. Donc, un Lend-Lease Agreement, c'est quoi? C'est donc le pays, les États-Unis, l'Angleterre, l'OTAN, qui acceptent de devenir des co-belligérants dans un conflit, fournir des armes, des ressources, du matériel, du capital, pour combattre un ennemi. En échange, il faut qu'il soit payé. Ben, on signe des loyers de terre. Donc, vous avez la propriété, vous avez un loyer, vous êtes propriétaire de la terre pendant X années. Hein, les Chinois font ça aussi avec la Belt and Road Initiative. Et donc, ça, c'est ça qui est arrivé pour payer la guerre. Et là, pendant que... après, quand les nazis se rendent compte que la guerre est terminée, il n'y a rien à faire. Donc, les Américains sont en train de fournir du matériel. Ils sont rendus co-belligérants. Ils ne peuvent plus gagner. Maintenant qu'ils ont les Soviétiques, les Américains des deux flancs. Donc, ils décident d'accomplir une retraite militaire qui se traduit par une fuite de capitaux vers surtout l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, via notamment le Portugal. Et donc, c'est ça. Ces petits nazis-là ont reçu de l'aide des Américains. Et ensuite de ça, à la fin de la guerre, Nuremberg va arriver. Les Américains vont aider les Américains, la Bank of International Settlement, tous ces gens-là vont aider les nazis à éviter le maximum possible de faire de la prison. Ensuite de ça, tous ces beaux gens-là vont aussi participer au plan Marshall et vont se coopter pour administrer les nouvelles institutions naissantes de l'Europe. Donc, les Alliés ont envoyé des hommes blancs se faire tuer par les mêmes armes que nous avions vendues aux nazis. On aide les nazis à fuir. Et ensuite de ça, on utilise le capital et le soutien des nazis pour vassaliser l'Europe. C'est ça qui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on veut une assurance que l'Allemagne soit la puissance industrielle de l'Europe pour 80 ans. Et ça a fonctionné. Jusqu'en 2022. Donc, rest in peace. Puissance industrielle de l'Allemagne. Ça a fonctionné, le 4e Reich, pour 80 ans. Donc, on a préservé les usines de la puissance industrielle allemande. C'est ça le deal qui a été fait avec l'oligarchie de l'Empire anglo-américain. Donc, ça s'appelle un PPP, un partenariat avec l'aide de la CIA, Standard Oil, Sullivan and Cromwell, les frères Dawes, ce qu'on appelle Wall Street naissant. Donc, toujours autour du plan Marshall, va se dérouler une rencontre importante entre 3 personnalités. Avril Harriman, qui est le boss du plan Marshall. Donc, il va demander à Winthrop Aldrich de prendre son protégé qui travaille pour lui pour qu'il travaille pour lui pour le plan Marshall. Winthrop Aldrich, c'est le chairman de la Chase National Bank. Chase National Bank qui est la banque des nazis qui ont envoyé l'argent aux États-Unis. Donc, l'argent qui était aux États-Unis des nazis était tout à la Chase National Bank. Et c'était la banque la plus riche des États-Unis, ceci dit. Et qui était son protégé? Thomas McKittrick, VP des fonds étrangers et ancien président de la Bank of International Settlement durant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, Avril Harriman demande à l'ancien président de la BIS de venir l'aider à distribuer
12 milliards de dollars américains pour reconstruire l'Europe. Officiellement, c'est pas le plan Marshall qui s'appelle. Officiellement, ce qui a été vendu à l'époque, ça s'appelle le plan Morgenthau. Morgenthau qui était pour Henry Morgenthau, juif allemand qui avait fui, juif américain qui, je pense qu'il était peut-être d'origine allemande dans sa famille, mais en tout cas. Lui, il était parti en croisade contre les financiers américains, anglais, européens qui avaient aidé les nazis à tuer plein d'Européens. Donc, lui, ce qu'il voulait, c'était détruire l'industrie allemande pour pas qu'il y ait un quatrième Reich, mais le plan a été watered down. Lui, ce qu'il voulait, c'est l'Allemagne, État pastoral, comme la France est en train de devenir un État de fermiers qui se suicident. Donc, le plan a été dilué par le général Lucius Clay, commandant des forces alliées. Et directeur. Non. Donc, le général Lucius Clay a émis la directive GSC 1779 en l'été 1947. Et donc, c'était une directive du commandant des forces alliées qui permettait l'utilisation de capitaux pour reconstruire, été 47, les usines d'aciérie forge allemande peu après la guerre. Et la Bank of International Settlement voulait participer à l'effort financier pour envoyer des capitaux, malgré le fait qu'il passait un petit peu dans les médias, parce qu'il était un petit peu des collaborateurs nazis. Hein? Très important. Donc, on a le Fonds monétaire international en l'été 47 qui était naissant aussi, la Banque mondiale, et là, il y a Bank of International Settlement. Donc, plusieurs organisations à juridiction, volonté, mission, opportunité mondiale. Et évidemment, là, les BIS vont dire Bâle, Basel, c'est parfait en Suisse comme lieu pour se rencontrer afin de parler de finances mondiales. Et évidemment, nous avons l'expérience internationale déjà depuis une dizaine d'années et plus. Le Congrès, post-Deuxième Guerre mondiale, devait approuver le plan à travers un comité qui s'appelle le comité Harriman. Qui était dans le comité Harriman? Owen Young, du plan Young qu'on a vu dans les deux premières parties, le plan de réparation post-Première Guerre mondiale. Aussi dans le comité de Avril Harriman, un certain Alan Dulles, les frères Dulles, la CIA, l'OSS. Alan Dulles, à l'époque, faisait de l'importation de nourriture pour l'Europe après la guerre, et aussi des raw materials. Et il était, post-Deuxième Guerre mondiale, contre l'arrestation et la détention des forces nazies, notamment, il y avait eu, toujours en 1947, 3 ans après la fin de la guerre, des camps, notamment avec jusqu'à 100 000 prisonniers, soldats nazis, et donc, par le fait même, les forces alliées d'occupation en Europe étaient responsables d'un camp de concentration, et donc Alan Dulles militait contre ça. En juillet 1947, on va avoir la Conference for European Cooperation, donc la CEEC, Conférence pour la coopération européenne, qui va siéger à Paris pour la première fois. Et ça va être comment implémenter, comment mettre en marche, implanter les procédures du plan Marshall. Et donc, il y avait une condition sous-jacente à l'administration de cet argent-là. Vous devez faire l'Union européenne pour le cash américain.
Donc, c'est quoi ça veut dire dans les faits sur le plancher des vaches? Ça veut dire implanter la doctrine Tavistock du libre marché anglo-saxon. C'est quoi le libre marché anglo-saxon? C'est tu n'es plus un État capable souverainement de décider pays à pays comment tu vas installer tes tarifs et le libre-échange. Tu vas faire confiance à une autre entité. Tu vas laisser ta souveraineté à une autre entité. Donc, on va remplacer les traités commerciaux bilatéraux, qu'on appelle, et on va donner les contrôles à une entité qui va émettre des politiques multilatérales. C'est donc le culte du multilatéralisme qu'on appelle à l'époque, jusqu'il y a 10 ans à peu près. C'était la grosse mode. Le mandat donc de la CEEC, de la Conférence pour la coopération européenne, sera d'assurer que le plan du département d'État américain pour l'Europe, surtout en Allemagne, soit implémenté. Promouvoir la coopération politique et économique, promouvoir le commerce intra-européen, détruire les barrières douanières, les tarifs, les unions douanières, échanger des unions, créer une union douanière, mettre en place le culte du libre marché et les paiements multilatéraux. On va en 1948 créer une autre organisation. Donc la conférence, on va passer de la conférence à l'Organisation pour la coopération européenne. C'est donc un an plus tard. En 2024, l'Organisation pour la coopération européenne existe encore. Ça s'appelle l'Organisation pour la coopération l'Organisation économique pour la coopération et le développement, l'OCDE. Donc l'OCDE, c'est l'organe de propagande du département d'État américain pour créer des normes pro-Union européenne. C'est ça, l'OCDE. L'OCDE, c'est juste une fondation pour promouvoir les États-Unis d'Europe. C'est tout. Mais Thomas McKittrick, ancien président de la BIS, travaillait pas directement pour le plan Marshall ou l'OCDE, l'OEEC, l'Organisation pour la coopération économique européenne. Non. Thomas McKittrick a été repêché, envoyé pour le CA. Une autre fucking institution occulte pour gérer la vassalisation de l'Europe. L'administration de coopération européenne, qui a tenu son premier meeting à Paris le 2 juin 1947. Avec 12 personnes présentes. Là, c'est vraiment occulte, cette histoire-là. McKittrick mis en charge du commerce et des paiements à travers cette organisation-là. Ils ont presque pas d'employés. Pas de staff, pas d'organisation, mais ils ont un budget de 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars à l'époque en 1947. Heureusement pour Thomas McKittrick, le banquier de Adolf Hitler et Himmler, heureusement pour lui, ses ennemis némésis anti-nazis avaient pris leur retraite. On en avait parlé dans les deux précédents podcasts. Henry Morgenthau a démissionné de son poste de secrétaire au Trésor et Harry Dexter White est rendu au premier directeur exécutif du Fonds monétaire international. Donc, il ne fait plus partie des hauts fonctionnaires de l'administration du gouvernement américain. Donc, ils en ont plus rien à foutre de poursuivre le banquier nazi. Donc, Thomas McKittrick a le champ libre pour distribuer 5 milliards de dollars sans appel d'offres.
Ensuite de ça, Thomas McKittrick va tenter de faire rentrer l'Empire soviétique dans la Bank of International Settlement en 1944 et il va faillir. Il va être aussi accusé de sympathie. Non, ça c'est pas Thomas McKittrick, c'est Harry Dexter White. Harry Dexter White a essayé de faire rentrer les Soviétiques au Fonds monétaire international en 1944. Il a raté. Et il a été aussi accusé de sympathie avec Mao. Donc, Henry Morgenthau a pris sa retraite et Harry Dexter White, il a été encore plus ambigu dans ses relations. On rappelle, il y a 3 camps. Hein, après Deuxième Guerre mondiale, 1944, là, tu veux pas être associé avec les nazis, qui étaient trop radicaux. Tu veux pas être associé avec les soviétiques, qui ont été refusés à la Bank of International Settlement et refusés d'accéder au capital des banques centrales. Donc, la Chambre des représentants américains va faire un comité, Committee for Supporting Communism. Donc, c'est un comité d'enquête sur le support du communisme en août 1948 et Harry Dexter White va être nommé. Il y aurait eu des preuves de communication avec les soviets pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et l'enquête est encore en cours en 2013, à l'époque où l'auteur est en train d'écrire le livre. Donc, nous ne savons toujours pas si Harry Dexter White, qui était un anti-nazi qui a travaillé contre le financement du parti nazi et de la guerre en Europe, la Deuxième Guerre mondiale, on ne sait pas à quel point il a tracté avec l'Empire soviétique, le Parti communiste russe, le Politburo. Est-ce qu'il était un asset? Est-ce qu'il était un agent? Est-ce qu'il était l'équivalent de Jack Ryan et son vis-à-vis du KGB qui s'échangeait des informations pour éviter une guerre nucléaire? Personne ne le sait toujours aujourd'hui en 2024. 3 jours après le passage en comité de Harry Dexter White pour défendre ses communications avec les Soviétiques, il va mourir d'une crise cardiaque. Donc, ça fait mal passer devant un comité comme ça quand tu as cet âge-là. La BIS va recevoir en septembre 1947 des gens importants. John McCloy, président, et Eugene Black, directeur exécutif de la Banque mondiale. John McCloy, Eugene Black. C'est qui ces personnes-là? C'est des acteurs importants aujourd'hui. John McCloy, président de la Banque mondiale, reçu par la BIS septembre 1947. John McCloy a saboté le plan Morgenthau pour désindustrialiser l'Allemagne nazie. Il était pro-normalisation post-nazie, John McCloy. Donc, John McCloy, c'était le genre de dude qui a fait du lobbyisme pour éviter que les nazis aient en prison et pour continuer à envoyer de l'argent pour industrialiser l'Allemagne. John McCloy était partenaire dans une firme d'avocats qui s'appelle Cravat à New York. Cravat à New York avait comme client une firme que vous connaissez, GAF, General Aniline and Film, la filiale américaine de I.G. Farben, la compagnie du parti nazi, du complexe militaro-industriel du parti nazi. Cravat, la firme d'avocats de John McCloy, avait aussi comme client Alcaso, qui a créé des pénuries intentionnelles de produits manufacturés aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alcaso, c'est un regroupement des 11 plus gros producteurs de matériaux alcalins, les bases qu'on appelle en chimie organique. Aux États-Unis, c'est un cartel qui a été fondé en 1936 avec la compagnie Solvay & Company, compagnie belge de
produits chimiques représentés par John Foster Dulles de l'OSS, les frères Dulles. Cartel aussi avec Imperial Chemical Industries, qui était le grand producteur de produits chimiques en Angleterre. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. En 1940, John McCloy va quitter la firme d'avocats Cravat et il va devenir assistant secrétaire de la guerre aux États-Unis. Et évidemment, c'est un énorme conflit d'intérêts pour la constitution de ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel. Il y aura donc une enquête sur le cartel de produits chimiques dont que je viens de vous décrire en 1942, pendant la guerre, par le département de la justice américaine, comme avec Standard Oil et le caoutchouc au début du 20e siècle. 1944, on va avoir une poursuite civile, département de la justice, contre Alcaso et la compagnie britannique Imperial Chemical Industries, qui ont contrevenu au Sherman Antitrust Act américain, la loi antitrust qu'on appelle contre les cartels, et seront nommés comme co-conspirateurs Solvay & Company et IG Farben, la compagnie des nazis, et Solvay & Company, c'est la compagnie belge. Quelles seront les accusations? Restriction d'exportation, prohibition d'importation, éliminer la compétition, fixer les prix. La firme d'avocats Cravat et Alcaso vont perdre la poursuite civile. En 1949, décision de 60 pages du juge fédéral Samuel Kaufman. Dans la décision de 60 pages, dans les preuves, qu'est-ce que le juge détermine? Que le cartel de produits chimiques avait le total contrôle de la chaîne d'approvisionnement, des listes noires de tous les compétiteurs, et cette liste noire était distribuée à tous les exportateurs, aux membres, pour éviter que les compétiteurs s'associent. Ensuite de ça, on avait tous les clients qui se fournissaient aux membres exportateurs devaient écrire une assurance écrite qu'ils n'allaient pas vendre à une liste d'autres clients qu'ils ne voulaient pas. Donc, il y avait en plus une liste de clients noirs. Donc, c'est un cartel de A à Z, de la distribution jusque dans les listes de clients et d'exportateurs et de distributeurs. John McCloy, aussi responsable de l'institution de camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale pour concentrer les Japonais américains. Donc, en tant qu'assistant secrétaire de la guerre, c'est lui qui a mis la directive. 120 camps de concentration japonais-américains qui ont été instaurés partout aux États-Unis. Donc, c'est une période de 5 ans, hein, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, des camps de concentration à travers un continent, ça s'instaure en quelques mois. Ensuite de ça, John McCloy va intenter des pressions sur Henry Stimson, secrétaire de la guerre, pour bloquer les tentatives d'organisation juive pour forcer le bombardement par les forces aériennes américaines d'un camp de concentration qui s'appelle Auschwitz. Parce que déjà en 1943-1944, c'était rendu commun, si tu étais un peu au fait de ce qui se passait durant la guerre, qu'il y avait des camps où on tuait beaucoup de monde. Je ne vais pas élaborer sur les chiffres. Mais on récoltait beaucoup d'or à travers les dents. On faisait signer des cessations de propriété et ben des affaires. On faisait bien des affaires avec cette ressource-là d'esclaves. Donc, où je suis rendu là? Retournons. Donc là, on a décrit John McCloy,
président de la Banque mondiale. Directeur exécutif maintenant. Eugene Black. Eugene Black était vice-président à la Chase National Bank en 1933, avant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été senior vice-président en charge des portfolios d'investissement. Donc, là, il était trésorier en chef de la banque, la future banque des nazis, en sol américain. Plus grosse banque du monde en termes de assets à cette époque. Donc, John McCloy, Eugene Black, Avril Harriman. Avril Harriman, Première Guerre mondiale, il était en business avec les Allemands. Ça commence bien. Avec qui il était en business avec les Allemands? Au nom de la compagnie Lee Higginson, la compagnie de Thomas McKittrick, président de la Bank of International Settlement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, Avril Harriman, responsable du plan Marshall, a envoyé 20 millions de dollars en prêt à Berlin Electric Company, qui a fait les travaux légaux pour le contrat, un certain John Foster Dulles. Donc, Avril Harriman, il n'a pas été connecté à l'Empire anglo-américain, la CIA, les appareils du département d'État et de la des banques centrales à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Non, à partir de la Première Guerre mondiale. La même chose que John McCloy et Eugene Black. Tout ce beau monde-là se connaissait déjà à la période des réparations allemandes et de la constitution de la première Bank of International Settlement. Harriman était sur le board de ICC, International Chamber of Commerce, comme Thomas McKittrick. Il a été président après 1937. Non, le président après 1937 était un certain Thomas Watson de IBM et aussi Thomas Watson, célébré par les nazis avec des prix et des statues en Allemagne. Début 1920, donc, Avril Harriman va à Berlin rencontrer Fritz Thyssen pour son financement de Berlin Electric. Un des premiers supporters de Hitler, Fritz Thyssen. C'est pas beau, rien qu'un peu, Fritz Thyssen, un grand industriel qui a donc financé le parti nazi naissant. Fritz Thyssen qui va fuir l'Allemagne après le Kristallnacht, parce que c'est un autre juif nationaliste qui avait fait une erreur. En 1924, Avril Harriman va mettre en place une banque à New York pour Fritz Thyssen qui s'appelle UBC, l'Union Banking Corporation. 7 directeurs à UBC, dont Roland Harriman, le frère d'Avril Harriman. Nom très important aujourd'hui. UBC a été fondé avec comme directeur Prescott Bush, l'arrière-grand-père de George W. Bush et le grand-père de George H.W. Bush. Donc, UBC, l'Union Banking Corporation, c'est un front pour une autre banque qui s'appelle Bank voor Handel en Scheepvaart à Rotterdam, aux Pays-Bas. La grande banque de l'empire de la famille Thyssen en Europe. Donc, ça, c'est quelque chose que je connaissais mal. Les connexions européennes au clan Bush en Europe. Très important. 1931, on va avoir la banque W.A. Harriman, la banque d'Avril Harriman, qui va fusionner avec Brown Brothers and Company. Ça va devenir BBH, Brown Brothers Harriman, qui va être domicilié les bureaux à 59 rue Wall Street à New York
Et je vous rappelle que quelques mètres plus loin, 48, probablement l'autre bord de la rue, un pâté de maison plus loin, se situe au 48 Wall Street, la firme d'avocats Sullivan & Cromwell, la firme des frères Dawes, de la CIA et OSS. Donc, entre 1931 et 1933, l'Union Banking Corporation achète plus de 8 millions de dollars d'or, dont 5 millions envoyés à l'étranger, probablement en Allemagne, probablement pour financer le parti nazi, selon des enquêteurs américains. Ceci a été déterminé le 6 novembre 1942 par le US Alien Property Custodian via un ordre de saisie numéroté 248, saisie de 4000 actions de Union Banking Corporation plus leur propriété. Étrangement, les frères Harriman n'ont pas subi de représailles malgré la saisie des actifs de la banque qui a aidé à financer les nazis. Peu après la rencontre entre Aldrich, McKittrick et Harriman, donc les gens de pour fonder le plan Marshall, la Banque mondiale va émettre ses premiers bons en non-dollars, négociés par la Bank of International Settlement et les banques suisses. Donc négocier, ça veut dire vendu. En 1947, on va avoir à la même période, tout ça passe en même temps, les accords de Paris pour fonder une entente européenne sur les paiements multilatéraux à travers donc la conférence pour la coopération européenne, coopération économique européenne, qui va gérer les paiements multilatéraux des États-nations, Bank of International Settlement. On va établir cette décision-là à travers une conférence. 5 signataires, la Suisse, l'Union, la Grande-Bretagne, les États-Unis, avec son secrétaire au Trésor, département d'État, et évidemment la Bank of International Settlement. À partir de ce moment, à Bâle, à Basel, on va transformer la tour de Basel, la tour de Bâle en tour de Babel. Parce que ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, Bretton Woods, qui vient l'année suivante, va continuer ce que je viens de vous décrire. Donc, le système de paiement multilatéraux ainsi que la conférence pour la coopération européenne, la coopération économique européenne, qui va donner l'OCDE, ainsi que l'administration de coopération européenne. Toutes ces entités-là vont continuer en 1948 à travers les accords Bretton Woods, le système pré-SWIFT du pétrodollar. Donc, peu après toutes ces péripéties et cette rencontre entre Aldrich, McKittrick et Harriman, le momentum pour l'Union européenne sera inarrêtable dès en 1947-1948. Donc, peu après, le momentum est lancé pour la deuxième étape, l'union douanière. Donc là, si vous écoutez l'émission en différé, c'est la fin du podcast. Pour écouter le podcast au complet, il faut vous abonner sur Substack, yanrojdi.substack.com, via yanrojdi.com. Ça, c'est mon site web. Ou donc, évidemment, via YouTube. J'ai dit, évidemment, via YouTube. Donc, via YouTube, dans tous les cas, c'est 5$ par mois. C'est rien, c'est un café par mois, une bière par mois pour supporter mon travail. On est rendu à plus de 150 abonnés payants. Donc, j'ai à peu près 10% du chiffre d'affaires
j'ai à peu près 10% du chiffre d'affaires de Yann et Frank, les esclavagistes. C'est-tu pas beau, merveilleux, il y a qu'un peu, faut fêter toutes les victoires. Et tout va bien. Je vous remercie pour ces plus de 4 années de contenu. À chaque semaine, j'arrête pas, je suis pas arrêtable. Donc, à demain ou après-demain. She listens to what Trump wants, follows his lead on this, and also listens to Tom Homan. Fine, we won't have any problems. Okay, now the really bad news. Trump hasn't confirmed this. Anybody here read French? Okay, I'll have to do it. La Révolution culturelle, merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube québécois pour de reviews de... I can't read French very well. D'actualité virale, des exorcismes de Princesse Disney et des résumés de livres chaque semaine. La Révolution culturelle avec Yann Rochdy. Okay, thank you, man. Appreciate it. Send that shit in English next time, though. La Révolution culturelle avec Yann Rochdy. I don't speak French properly, but love from Quebec. Before the stream is shut down, I work for a French-Canadian independent media called Lux Media. Say Civil War, Tim. Drink one shot. Haha. Good luck, good sir. Good luck. Je me lève, le rochetisme en mon cœur, je l'apprécie. Un cri contre la censure, une force vive. Vers la vérité, je m'engage, c'est précis. Je suis mort, assis par les Nietzsche. Mais en moi, la volonté de puissance s'étire. Au-delà du bien et du mal, je m'aventure. Mon surhomme intérieur, je le mure. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacun de ses voix, je les explore. Pour trouver mon chemin, je m'aventure. Cherchant le plaisir sans souci d'autrui. L'épicurisme qui ne m'est pas, c'est fou. La sagesse dans la jouissance, je la trouve. Libre et heureux, je m'élance, je m'enroule. Le virilisme, mon armure et ma force. Dans la bataille, je n'ai pas de remords. Face à l'adversité, je reste debout. Mon honneur, ma bravoure, je l'éclame. Oh, de l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacun de ses voix, je les explore. Pour trouver mon chemin, je m'aventure. Les sons font de moi un autre appel résonne. Le christianisme, ma lumière qui m'illumine. L'amour du Christ, mon guide dans la quête. Vers la rédemption, je me dirige, j'espère. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros.